énormément de consulting, de conseils. Et ça s'explique parce que les consultants travaillent vite. Donc, en fait, un des grands pain points pour faire que les académiques travaillent avec les professionnels de la finance, c'est beaucoup l'urgence d'avoir des résultats. Quand on lance une thèse chiffre, ça dure 3 ans. Les entreprises ne veulent pas attendre 3 ans pour avoir des résultats. Quand on lance un projet collaboratif, ça va entre 2 à 5 ans. Là aussi, c'est trop long. Donc, en fait, la forme, je dirais, de la recherche collaborative en France a du mal à s'adapter aux besoins des entreprises, aux besoins du monde de la finance. Aujourd'hui, on va traiter l'exemple de l'assurance plus spécifiquement, mais ça peut s'appliquer donc à la gestion d'actifs, à l'immobilier. Alors, il faut innover dans la forme. Donc, on va aujourd'hui traiter d'un exemple de forme que peut prendre le travail collaboratif entre les chercheurs et les professionnels. Ça va être l'exemple du laboratoire d'innovation externalisé. En écosystème. En écosystème, merci. En plus, dans Finance Innovation, on est là pour le travail en écosystème. C'est hyper important de le préciser. Donc, pour nous parler de ce sujet, nous avons rassemblé 3 personnes, 3 éminents sachant sur le sujet. Alors, peut-être un tout petit mot de présentation chacun avant de commencer. On va commencer par Dounia. Vas-y. Donne-toi 2 minutes. Bonjour à tous. Merci Maximilien pour l'invitation. Donc, moi, je suis Dounia Belriti, l'une des cofondateurs de PhD Talent. Que dire? Comment me présenter? Que fait PhD Talent? D'accord. Donc, PhD Talent, c'est une entreprise qui a pour vocation de mettre en relation les chercheurs, les talents et les savoirs qui sont issus du secteur académique avec les entreprises pour que les entreprises puissent justement exploiter et activer ces résultats-là d'une manière efficace et rapide. Merci, vous venez très clair. Chloé. Bonjour, merci. Donc moi je suis Chloé Coursager, je suis cofondatrice de l'agence Circomplex. Circomplex, c'est à la fois une société de conseil, c'est une société de service, mais c'est surtout une société qui opérationnalise accompagner les dirigeants face aux mutations. Donc il s'agit à la fois de transformer la connaissance pour en faire une matière stratégique et à la fois de mobiliser la recherche. Et avec Dounia, nous travaillons depuis plus de 5 ans, je crois maintenant, pour arriver à mobiliser des solutions innovantes, opérationnelles et qui changent véritablement les entreprises, les solutions à mettre en œuvre, etc. Merci Chloé. David. Oui, bonjour à tous et à toutes. Donc moi je suis David Dubois, je travaille au sein du groupe Prévoir, qui est un groupe d'assurance et maintenant de courtage depuis 2019 dont l'actionnariat est familial, et j'ai une double casquette. Je m'occupe au sein de Prévoir Vie, qui est donc la compagnie d'assurance de toute l'activité marque blanche, c'est-à-dire toute l'activité avec le courtage grossiste, et puis j'ai aussi la présidence d'AssureOne, qui est donc un courtier grossiste spécialisé en assurance IARD et notamment en assurance automobile et mobilité, et qui est le porteur ou le coporteur du lab dont on va parler après. Merci. Et je suis aussi président du comité labellisation assurance du pôle finance. Bien sûr, faut pas oublier. Merci beaucoup David, très intéressant. Alors premier point, on va essayer de comprendre pourquoi on a besoin de mettre en place un laboratoire externalisé d'innovation en écosystème. Qu'est-ce que c'est? Alors, première question pour David, pourquoi tu as eu besoin de mettre en place ce type de forme de collaboration entre les chercheurs et les professionnels comme toi? Ok, en fait, moi j'ai pris la présidence, ou j'ai eu la présidence d'AssureOne il y a 1 an et demi, donc au début de l'année 2023, dans l'idée de continuer finalement ce qui était fait au sein de cette entreprise, à un moment où finalement les marchés s'étaient beaucoup retournés. Quand on a 80% de son marché sur l'assurance automobile, dans un contexte de marché, de vente de véhicules neufs et d'occasion en plein chambard, de forte compétition, de nouveaux acteurs aussi de la distribution, on arrive dans une entreprise qui finalement a beaucoup de difficultés pour essayer de se remettre en scène, de la recherche et développement pour rebooster l'innovation interne, parce que l'objectif, et tu l'as cité dans ton introduction, c'est à la fin de faire du business. Ça, c'était la commande qui était vraiment importante. C'est pas la beauté de l'art de la recherche qui, pour moi, on fait pas de la recherche fondamentale. C'est ensuite de mêler, on va dire, les différents thèmes. C'est-à-dire que j'aurais pas eu envie qu'on fasse uniquement de la recherche économique pour faire de la recherche économique.
Là, on fait de la recherche. Alors après, on parlera de nos thématiques, mais c'est de mêler les univers. Moi, je pense que quand on regarde ce qui se passe du côté des sciences sociales, des sciences économiques, du marketing, du comportement, enfin, quand on mélange tout ça, et puis évidemment l'univers des risques, parce que ça aussi, on en parlera plus tard, en fait, ce qui ressort, c'est vraiment des choses importantes. Donc pour moi, c'était ça. C'était, on va travailler la recherche et développement, et ensuite rendre ça opérationnel pour pouvoir apporter finalement des solutions nouvelles dans un marché où la concurrence forte, surtout sur les prix, a tendance un petit peu à niveler tous les comportements de tout le monde. Donc c'était aussi de trouver à travers de ça des éléments un peu différenciants. L'autre sujet aussi, parce que quand on a décidé de lancer ce laboratoire, c'était un moment où, et ceux qui lisent la presse ne vont pas faire de découverte, Assurval est en difficulté. Marché compliqué, voilà. Et puis l'objectif, c'était de se dire comment est-ce qu'on peut être différenciant et surtout ne pas se laisser bloquer, c'est-à-dire rester complètement un peu comme un chat ou comme une souris apeurée devant le chat en se disant je ne bouge pas parce que j'ai des difficultés, donc je me refocus sur moi-même. En fait, non, l'idée c'était au contraire, on va s'ouvrir. Cette idée d'open innovation ou cette idée de s'ouvrir aux autres et donc d'investir sur le sujet faisait aussi partie d'une forme de transformation de l'entreprise qu'on a mis en place dans le cadre d'une première phase de transformation, d'un plan strat qu'on a mis en place à partir du milieu 2023, avec cette idée de si j'innove, c'est pas pour la beauté de l'art encore une fois, c'est vraiment dans cette idée que demain ça va nous développer du business et ça peut réactiver finalement des initiatives internes, une confiance dans l'entreprise, que ce soit de ses collaborateurs ou de ses actionnaires. Donc finalement, cette idée de laboratoire d'innovation, c'est aussi ça. C'est aussi l'idée que ça peut être un booster pour fédérer finalement les collaborateurs de l'entreprise. Et puis ensuite, pour nous, c'était aussi de rendre tout ça agile, parce que je pense qu'aujourd'hui, sur des terrains très compétitifs, la R&D permet aussi de donner ou de booster ou d'amener en fait de l'eau à l'agilité de l'entreprise. Je trouve ça très intéressant, David, parce que moi, avec les entreprises sur lesquelles on fait de la R&D, c'est beaucoup des entreprises, alors soit qui ont besoin de subventions, qui sont subventionnées de la R&D, ou sinon des entreprises qui ont beaucoup d'argent et qui sont en expansion. Et en gros, bon, j'ai de l'argent dépensé, je fais de la R&D. Et là, ce que tu dis, c'est pas si courant en réalité. Des entreprises qui sont en difficulté, ils ont des vrais problèmes, et ils disent je vais faire de la R&D pour ouvrir tout ça. Donc là, je trouve ça intéressant de faire aussi de la R&D de façon contracyclique. Ben, ça demande en fait aussi des convictions et de le pousser devant son board, devant l'actionnaire en fait, d'expliquer pourquoi. On parlera aussi tout à l'heure de l'aspect coût et de la manière dont on juge si c'est un coût ou un investissement, parce que c'est pas du tout la même chose. Mais effectivement, à un moment, c'est de pousser cette conviction en expliquant la nécessité de le faire. Pas juste le besoin parce que ça fait plaisir au président ou à je ne sais qui, mais la nécessité en fait de le faire pour engager cette transformation. Et ça, pour le coup, il y a une forme de mise en danger. En tout cas, pas si courant. Voilà. Chloé, alors on a compris pourquoi David a mis en place son labo, mais tu peux nous préciser ce qu'est un labo d'innovation externalisé? Alors, j'insiste sur écosystème parce qu'en fait, tout est dans l'écosystème. C'est-à-dire comment on fait pour réunir toutes les parties prenantes d'une thématique, y compris des concurrents, pour réfléchir, et des petits acteurs et des grands acteurs, comme dans un écosystème naturel, et d'aller chercher la valeur que chacun apporte et le regard que chacun porte sur finalement les mutations. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qui se passe aussi, c'est qu'on est face à des mutations majeures de comportement, la question environnementale évidemment, la question sociétale. Comment on fait à très grande vitesse pour s'adapter, pour aller chercher la valeur et pour survivre? Et là, il y a une vraie question quand on dit c'est contracyclique, je pense qu'on est tous dans du contracyclique aujourd'hui. Il n'y a pas une seule société qui peut se dire, moi, mon business model, tout va bien, 2050, pas de problème. Je vois pas. Donc, comment on fait pour, à grande vitesse, mobiliser d'autres regards, puisque on voit bien qu'on arrive à la limite de nos regards et de nos chemins par silo, et résoudre ce sujet. Donc, le laboratoire d'innovation en écosystème, c'est un cadre qui réunit cet écosystème, qui identifie un sujet commun. Et ce sujet commun, il ne faut pas qu'il soit au cœur du business d'aucun. Donc forcément, il est focus sur les mutations. Forcément, il est focus sur un risque, sur identifier les freins à la mutation et donc les freins aux opportunités de transition.
Et donc, comment on identifie ça? Ça, c'est la première grande mission de ce laboratoire d'innovation en écosystème. Et si on identifie ça, finalement, tout le monde autour de la table contribue, puisque tout le monde a intérêt à partager. C'est certes une grande générosité, une grande vision, mais c'est aussi dans l'intérêt de chacun. Et il ne faut pas que ce soit un intérêt concurrentiel. Donc ça, c'est la grande mission du laboratoire d'innovation en écosystème. Et puis après, c'est tout un processus pour faire travailler les gens ensemble, pour mobiliser la recherche, pour la mobiliser avec pertinence, pour que la pluridisciplinarité puisse s'opérer et servir l'intérêt stratégique du commanditaire, parce que c'est pas non plus une ONG, hein, David l'a très bien expliqué. Et puis ensuite, pour transformer cette connaissance en une matière stratégique et opérationnelle qui puisse être transférée en produits et en services. Donc c'est tout ce processus-là, tout ce cadre-là, toute cette intention-là qui est structurée avec des méthodes, avec une chronologie, avec une gouvernance externalisée que nous assurons et qui fait intervenir chacun des acteurs tour à tour. Peut-être juste préciser le vocable externalisé. Externaliser, ça veut dire avoir recours à une forme de sous-traitance pour mettre en place ce laboratoire, mais ça veut dire aussi l'ouverture pour moi. C'est-à-dire que tu l'as mentionné. Moi, je vais parler alors on parle d'acteurs de l'écosystème. Moi, je vais parler de parties prenantes. Parce que finalement, ce qui nous intéressait aussi dans ce lab externalisé, c'est la compétence à la fois de PhD et de Circomplex pour nous installer ce lab et pouvoir le mettre dans un délai de déploiement plus que raisonnable, ce qui aurait probablement pas été faisable en interne pour plein de raisons. En quelques mois, hein, en quelques semaines presque, hein, je veux dire. Et ensuite, c'était aussi de se dire, il faut absolument que nos parties prenantes, c'est-à-dire les entreprises avec lesquelles on travaille, celles qui sont dans l'écosystème de l'automobile. On a des constructeurs qui participent, on a des assureurs. Hein. Donc Assurone étant un courtier grossiste, on n'est pas en compétition. Évidemment, on n'a pas de courtier grossiste hein, pour le coup dans les parties prenantes. On a aussi des réseaux de réparation. Enfin bref, cette externalisation, elle signifie aussi cette ouverture à des parties prenantes, et donc la réflexion sur les thématiques, c'était toujours de se dire, il faut un problème complexe qui finalement impacte plus ou moins les business models de toutes ces parties prenantes, et où il n'y a pas de solution toute faite aujourd'hui, et il y a de la co-construction demain à réaliser à partir justement des travaux de recherche. Et cette phase-là, elle était vraiment importante, c'est à l'externalisation, c'est faire sous-traiter par des gens dont c'est le métier, mais aussi derrière inclure nos parties prenantes, parce que quelque part, la co-construction, elle vient d'eux, et là, on ne raisonne plus en circuit fermé. Et ça, pour moi, c'était vraiment un élément assez fondateur, je pense, de ce principe de lab externalisé. Ça permet de respecter les méthodes de chacun. C'est-à-dire que nous, on a des méthodes très spécifiques pour scénariser, pour mobiliser l'intelligence collective et pour trouver les accords. La méthode scientifique est complètement respectée par tout le savoir-faire de PhD Talent. Ce ne sont pas les savoir-faire de base d'un courtier en assurance. Donc il faut arriver, et donc l'exigence qu'on a chacun à notre place, elle permet d'être un tiers de confiance. Et donc les parties prenantes viennent parce qu'ils reconnaissent cette qualité-là. On n'est pas là pour animer ou faire de la communication. On apporte une valeur, chacun à notre place, et je pense que c'est aussi un des éléments majeurs. Alors c'est clair, donc il y a un verrou collectif à lever, qu'il y a des défis, des risques. Les assisteurs, les réparateurs, les assureurs y ont intérêt. Mais Dounia, quel est l'intérêt des chercheurs? Comment tu fais pour les mobiliser? D'autant plus que moi, j'étais prof à Dauphine, donc je connais bien les chercheurs et je l'ai été. Ils n'aiment pas forcément travailler dans la rapidité. Donc comment tu fais pour mobiliser les chercheurs rapidement? Merci. Alors, il y a deux choses. Il y a deux choses déjà que je retiens de ce qu'a dit David, Chloé et toi. Tu as commencé ton propos par dire le ton lent, l'administration, mettre ces tests chiffres. On ne sait pas vers où ça va, alors qu'on a besoin d'une réponse urgente, imminente. On prend un risque. Et comme a dit Chloé, on a besoin de dialogue, d'ouvrir et de comprendre d'un point de vue stratégique comment on peut servir l'entreprise. Donc, le fait de mettre en place cette structure, en fait, elle permet deux choses. La première chose, c'est quand une entreprise pose une question et que cette question est stratégique pour elle, déjà, ce laboratoire va permettre de bien poser la question pour aller chercher la réponse et pas la réponse qu'on va créer ou la réponse qui va arriver dans
1 an, 2 ans, 3 ans ou jamais, c'est d'aller exploiter ce qui existe déjà dans la recherche pour pouvoir répondre à l'urgence de l'entreprise. Aujourd'hui, on a des milliers de chercheurs qui travaillent sur tous les sujets. Ils développent énormément de solutions. Et comme il n'y a pas ce terrain, ce dialogue pour que justement il y ait une rencontre entre le besoin opérationnel de l'entreprise et les recherches développées dans le secteur académique, eh ben, ces recherches ne sont pas exploitées. Donc, grâce à ce laboratoire, on va à la fois donc aligner la recherche avec la stratégie opérationnelle de l'entreprise. Et comment se retrouve le chercheur dans tout cet écosystème? Au final, le chercheur, il travaille et il développe des solutions pour la société. La recherche est donc financée par le public. On a souvent l'habitude, en tout cas, de créer des chaires, de financer via des fondations de la recherche, mais on n'exploite jamais ces savoirs. C'est des savoirs qui appartiennent à la société, qui appartiennent à tout le monde, qui est un bien commun. Et donc, le chercheur, au final, en travaillant dans ce laboratoire, déjà, il va gagner le fait que son travail va rencontrer de l'opérationnel, et donc il va pouvoir le transférer et répondre à sa mission. Et au-delà de ça, il va être invité dans cet écosystème où il va à la fois travailler avec d'autres chercheurs parce qu'on a besoin de transdisciplinarité pour répondre à une question urgente, mais aussi justement avec des opérationnels dans des entreprises qui ont des vraies problématiques et qui ont besoin qu'on réponde à ces problématiques de manière innovante. Très clair. Merci Dounia. David, tu peux un peu développer les thématiques que vous avez traitées dans le lab d'innovation à Sur-One? On a, Dounia disait, mais en fait, une fois qu'on a créé le lab, l'idée c'est de savoir finalement quel thème de recherche on va lancer et pourquoi on le lance aussi. Hein. L'idée, comme j'ai dit tout à l'heure, on n'a pas créé ce lab pour la beauté du geste. Sur-One travaille sur l'assurance automobile, ça c'est son histoire. On a à 80%, je le disais tout à l'heure, notre chiffre d'affaires sur l'assurance auto. Donc forcément, on était intéressé à deux types de problématiques. La première, c'est l'évolution de l'utilisation de l'automobile dans un contexte de marché où depuis quelques années on pousse l'électrification, on fait sortir l'automobile des villes, on jette un peu l'opprobre sur le secteur automobile comme le polluant de la planète. Bref, on s'était dit finalement là-dedans, tout ça, il y a des fondamentaux qui expliquent les transformations du secteur automobile et donc du coup vont impacter l'assurance. Naturellement, on s'est dit il faut qu'on travaille sur les véhicules électriques. Donc nos deux premiers thèmes de recherche, les deux travaux qui ont été lancés ont porté sur le véhicule électrique. Le premier travail de recherche était celui du comportement des conducteurs au volant. Pour ceux qui connaissent les véhicules électriques ou qui en ont un, vous savez qu'un véhicule électrique se conduit quand même différemment d'un thermique. Le véhicule est lourd, l'inertie n'est pas la même, il n'y a pas de bruit quand on conduit. Enfin, il y a toutes sortes de facteurs de risque et on intuitait qu'il y avait un sujet. Et donc, on a lancé un premier travail de recherche là-dessus, des remontées hyper intéressantes. Vraiment, ça nous a permis aussi d'aller fouiller dans nos bases et de faire travailler les chercheurs sur nos bases de données de sinistralité, même si aujourd'hui, finalement, la sinistralité sur les véhicules électriques est encore faible. On a peu de recul parce que la transformation du parc est en cours. N'empêche qu'on a des signaux faibles, je vais appeler ça comme ça. Donc ça, c'était le premier travail de recherche. Le deuxième était un peu différent, toujours sur le véhicule électrique, c'était le sujet de la batterie, et notamment de sa réparabilité, et les conditions qu'il faudrait mettre en place, je dirais, au niveau de l'écosystème, pour redonner de la confiance ou pour donner de la confiance. Parce que finalement, on s'est aperçu que au niveau des véhicules électriques, on a un gros sujet, c'est que la batterie est un élément fondamental du véhicule électrique. Ça représente entre 30 et 40% du coût de la valeur à neuf. En cas d'accident, il y a un consensus de place qui fait que si un airbag s'est déclenché, la batterie est réputée irréparable et mise au rebut. Alors les choses bougent et rapidement, mais c'était quand même ça qui prévalait au moment où les travaux de recherche ont été faits. Et donc pour nous, on s'est dit, il y a un sujet économique. Très clairement, pour les assureurs, aujourd'hui, les assurances sont pas très différenciées entre véhicules électriques et thermiques, mais si on considère que finalement le coût de réparation après sinistre il est élevé, il y aura un sujet sur les primes d'assurance, il y aura un sujet peut-être même d'assurabilité pour certains dans un contexte où on veut absolument développer la voiture électrique comme remplaçant des thermiques. Et donc, du coup, ça a été ça l'objet de notre deuxième travail de recherche.
Et le troisième, puisque en un an, on a eu 3 travaux qui ont été lancés et délivrés, avec un rapport, avec des propositions concrètes. Celui-ci était un petit peu différent. En fait, on voulait, comme le laboratoire traite des mobilités, on a voulu travailler sur la transformation des mobilités, notamment pour les TNS. En gros, alors les travailleurs non salariés, en gros, ça va regrouper des commerçants, des artisans, des professions libérales, voilà. Donc c'est un public assez large et très hétérogène. Et ce qu'on voulait voir, c'est est-ce qu'aujourd'hui il est facile de transformer ses mobilités, hein. L'artisan, c'est son camion diesel, il en a besoin pour se déplacer. Enfin, je fais des stéréotypes, mais je veux dire dans la vraie vie, c'est quand même ça. C'est un outil de travail. Et là aussi, on voit se développer des nouveaux véhicules électrifiés, les vélos cargo en ville, la difficulté de se stationner. Donc en fait, on a voulu regarder ce sujet-là, notamment sous l'angle de qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place pour faciliter cette transition vers des mobilités différentes pour cette population on va dire, de travailleurs non salariés. Et finalement, ça intéresse toutes les parties prenantes. Des constructeurs. Il y a des constructeurs asiatiques, français autour de la table. Donc c'est assez intéressant de les voir échanger. Des réparateurs, des préventeurs, des assureurs différents, des collectivités locales, donc et des startups. Tous ces membres de l'écosystème ont intérêt à comprendre qu'est-ce qui freine, parce qu'ils ont tous intérêt quelque part à accélérer. Parce que leur business, c'est demain, c'est pas aujourd'hui. On voit bien que ça s'épuise. Et donc, autour de ces 3 recherches, on a fait travailler 15 structures différentes qui sont revenues à chaque fois à la table, et c'est des dirigeants. Et on est en train d'entamer les travaux de co-construction avec les équipes opérationnelles pour sortir les solutions. Et ce qu'on observe, c'est qu'il y a énormément de matière, qu'on s'enrichit énormément des discussions des décideurs qui sont en rebond, des recherches qui sont passionnantes parce qu'elles font émerger à chaque fois des freins qu'on n'avait pas identifiés, puisque systématiquement on se focus sur ok, c'est quoi la meilleure voiture, c'est quoi la meilleure trottinette, est-ce que le vélo cargo, est-ce que ceci, est-ce que l'assurance doit être moins chère, plus chère. C'est pas ça la question. La question, c'est qu'est-ce qui est en train de se passer, comment demain les mobilités vont advenir, et du coup comment on peut créer de nouveaux équipages, de nouvelles alliances, et c'est ça qu'on crée dans ce laboratoire, pour inventer la solution au comportement de demain. Et peut-être ce qui est intéressant aussi, c'est que dans les phases de recherche, même si on a posé une question précise au début, finalement va émerger d'autres problématiques. Typiquement sur les TNS, la problématique assurantielle, c'était pas que le sujet de. C'était même pas leur sujet du tout. Ouais, l'assurance. Il y avait d'autres problématiques et donc quelque part, ça ouvre dans cette transversalité des potentiels sur d'autres sujets d'assurance ou une approche holistique des risques ou des sujets d'accompagnement, parce que finalement, à chaque fois, l'assurance est qu'un prétexte à l'étude. Je dirais l'assurance en tant qu'une police d'assurance qui couvre un risque. Le sujet, c'est bien souvent l'accompagnement, comment je fais pour passer d'un type de véhicule à un autre. Est-ce que la prévention est importante? Est-ce que l'accompagnement par des services en fait partie? Est-ce que voilà, alors, ce qu'on fait pas dans ces études, c'est une approche d'évaluation du marché potentiel. C'est-à-dire, on chiffre pas le segment marché, c'est pas l'objectif. C'est pas des études de marketing, c'est vraiment des travaux de recherche pour nous donner finalement cette ouverture nécessaire au travers de la pluridisciplinarité des chercheurs qui finalement vont travailler et donc au travers d'une approche sociétale en fait. Très intérêt général aussi quand même. Très intérêt général. Ouais. Et pour reprendre, alors Dounia, est-ce que tu peux reciter les différentes disciplines de chacune des études, parce que c'est extrêmement complémentaire. On va de la tech à la sociologie. Oui, alors déjà pour aller continuer par rapport à ce que vous disiez, David, à chaque fois en fait quand une question est posée, là on pensait que c'était possiblement l'assurabilité pour les véhicules des TNS et déjà en fait savoir que c'est pas une question, c'est déjà une réponse en soi. Et ensuite justement ça permet ensuite de bien comprendre les mécanismes d'un marché qui est émergent. À partir du moment où on comprend le mécanisme, le savoir, c'est le pouvoir, on sait comment on peut agir dessus. Alors que si on reste dans ces hypothèses, on va possiblement justement financer des choses qui seront vraiment risquées, alors que là, on sait comment on va se diriger. Et ensuite, par rapport à la transversabilité
des disciplines, on a pu exactement en fait faire travailler des gens en génie des procédés. On a pu faire travailler des sociologues. On a pu faire travailler des gens qui travaillent sur la réglementation européenne, sur des gens qui ont été en capacité de parler, par exemple pour les TNS, avec les CMA. Donc les CMA, c'est des groupements qui accompagnent justement les travailleurs non salariés. Mais juste déjà comprendre qu'est-ce qu'un travailleur non salarié, qui sont ces gens, où est-ce qu'ils se trouvent, comment ils travaillent, quelles sont leurs problématiques. Donc tout ça en fait fait qu'on a besoin en fait de s'entourer d'un maximum de compétences pour que chacun apporte sa brique et qu'au final on sort avec des éléments et un rapport justement qui est utile. Et donc voilà, et le fait de travailler justement aussi avec dans cet écosystème, c'est de pouvoir en fait mettre ces résultats-là face à la réalité terrain, quel que soit l'angle qui nous intéresse en tant qu'entreprise. Peut-être une première difficulté en parlant des thèmes qu'on a retenus, c'était de les formuler en fait, de formuler la question. Je me souviens je sais pas si c'est des heures, mais en tout cas du temps passé. Parce que finalement, on part de l'idée, voilà, on va travailler sur les véhicules électriques, c'est important pour l'assurance. Ouais, mais c'est quoi la question? Je me souviens de ça, c'est-à-dire que on peut pas arriver en disant véhicule électrique à un groupe de chercheurs et puis ils vont chercher partout et on n'en fera rien, quoi. Donc l'idée, c'est d'avoir des questions qui sont clairement rédigées, précises, auxquelles du coup, on va orienter finalement les travaux pour pouvoir avoir une réponse à cette question-là. Ça n'empêche pas l'ouverture, puisqu'à chaque fois on a vu qu'il y avait des ouvertures, mais n'empêche la définition même de la question, en fait, c'est déjà un travail pour moi c'est déjà l'écosystème. C'est déjà l'écosystème, c'est-à-dire qu'il faut aligner avec ton projet, avec le projet stratégique de l'entreprise, le projet de transformation d'entreprise. Il faut aligner avec l'intérêt commun des différentes parties prenantes. Et il faut aligner avec l'exigence scientifique. Il faut que ce soit une vraie question scientifique et que tout le monde la comprenne bien, etc. C'est le premier travail de traduction et de design stratégique que nous exerçons. Et un lien unique, c'était celui du risque quand même. Parce que l'objectif, c'était quand même de comprendre les problématiques de risque sur chacune des thématiques. Parce que derrière, pour les rendre exécutables ou opérationnels chez AssureOne, c'était de les transformer à la fin en business. Et nous, on vend du risque. Hein. Mais c'est pour ça qu'au tout début, même si on a mis en place ce lab extrêmement vite, la première étape, avant même la question, c'était la thèse de recherche. C'est-à-dire ce lab, il a 5 critères, 5 filtres qu'on a établis avec PIG Talent qui permettent de cadrer systématiquement toutes les questions à l'aune de ce filtre-là c'est une boussole en fait, pour pas perdre le nord. Et si je peux me permettre, en fait, je me rappelle au début quand ces questions arrivaient, donc il y avait justement tout le travail qui était fait, et notamment vous qui avez en fait la vision vraiment stratégique de l'entreprise avec toute la veille que vous faisiez. Et à chaque fois, on se disait, ok, très bien, le sujet arrive, comment on peut y répondre? Et donc à chaque fois, il fallait d'une certaine manière en fait verrouiller pour que ce soit utile pour l'entreprise. Ça puisse être fait. Et puis c'est ça. C'est-à-dire que faire de la recherche, c'était justement pas pour la beauté de la recherche ou pas pour la beauté du rapport qui va être remis, mais c'est toujours de se dire, et c'est vraiment un travail en commun et une discussion. Et donc ce lab d'innovation en écosystème où à chaque fois, chacun va mettre sa compétence autour de la table pour se dire, très bien, c'est ça la question. Voilà comment on peut y répondre, mais la façon avec laquelle on va y répondre, est-ce qu'elle répond réellement aux stratégies de l'entreprise et est-ce qu'elle est activable? Et donc ça, c'est vraiment un travail qui est important et qui se fait justement en écosystème pour qu'il y ait vraiment innovation. Je trouve qu'il y a plein de sujets là, très intéressants dans ce que vous dites. Déjà, il y a le sujet de la traduction. Il y a la traduction du besoin du donneur d'ordre, donc prévoir AssureOne, par Chloé. Et après, il y a la traduction de PIG Talent de ce besoin vers les chercheurs et une espèce de boucle de rétroaction entre tout le monde. Donc ça, je pense que c'est important parce que on est chacun dans nos silos, dans nos cases, et ce qui fait qu'on reste confortablement dans nos cases, c'est que voilà, on parle qu'avec des gens qui parlent le même langage que nous. Donc là, il y a une espèce de traduction et entre différents entre différents champs, le champ de l'assurance, le champ de la recherche. Et il y a encore ensuite, c'est-à-dire que la traduction donc vers les chercheurs aboutissent
Il faut qu'ils se traduisent entre eux. Hein. Ça, c'est le talent de Dounia, parce qu'il y a plusieurs disciplines. En quelques mois, c'est vachement. Enfin, voilà. Sciences dures, sciences molles, etc. Et une fois qu'on sort la recherche, il faut la traduire en assets stratégiques. Il faut la mettre sur la table des dirigeants pour qu'ils discutent autour. Il faut que ce soit une matière à penser, il faut une matière à innover. Et puis ensuite, la matière à innover stratégique, il faut l'emmener chez les équipes pour qu'elles en fassent un produit et un service. Et à cet endroit-là, il faut traduire ce que les équipes ont sorti pour les remonter aux chercheurs, parce que sinon c'est juste, ça descend et on perd de la richesse. Et donc on remonte parce que ça peut réalimenter la machine et stratégique de la boîte et de la recherche. Donc c'est une traduction permanente dans tous les de haut en bas et de bas en haut. Et ce qui est très intéressant, parce qu'en fait je me rends compte que nous on voit beaucoup de projets, etc. Et voilà, c'est des projets qui viennent de la recherche souvent. Et souvent, je me rends compte que c'est des projets qui n'ont pas de lien au marché. Et ce qui va faire que ça, dans 3-4 ans, le projet ne marche pas, parce que ça arrive quand même que le projet ne marche pas, c'est que justement, il n'y aura pas eu cet écosystème. Donc assez vite que le projet, et donc au-delà même de nos sujets, que le projet rentre en écosystème auprès de la demande, auprès des chercheurs, et aussi le lien avec le corpus. Ce qui fait que, en fait, souvent les entreprises prennent des consultants parce que le consultant il répond à la commande. Voilà, tu me fais une étude sur ça. Ok, très bien, je vais te faire l'étude sur ça, tu vas payer cher, je vais la faire. Mais le sujet, c'est ce qui échappe aux entreprises, et ce qui fait que ça pas tout le temps, mais parfois les entreprises vont dans des murs, c'est qu'ils se rendent pas compte du corpus qui existe. Déjà, c'est ce qui diminue le coût de la recherche. Donc après, Dounia, tu vas dire voilà ce qui existe, voilà. Exactement. Donc pourquoi bien le formuler? Et ensuite, ce que tu dis, la boucle de rétroaction. J'ai compris dans le corpus, et le corpus s'est nourri aussi des données que David a mis à disposition sur l'accidentologie des véhicules électriques. Enfin, en fait, et de l'expérience de terrain, de marché, le retour des clients, enfin, etc. C'est toute cette richesse qu'on mobilise. Et donc je trouve ça intéressant parce qu'on n'est pas dans une commande. Tu me fais ça par un cabinet de conseil, etc. Moi, j'aimerais qu'on fasse ça. Est-ce que ça répond, je dirais, à quelque chose qui existe dans l'écosystème? Oui, non. Sinon, on va peut-être reformuler différemment, évidemment en gardant l'objectif de l'entreprise. Mais c'est ce travail, je dirais, de formulation, de reformulation, qui fait qu'on se rapproche de quelque chose qui répond à un besoin. Je trouve si je peux me permettre, et là où c'est vraiment important, donc d'avoir en fait toujours cet axe stratégique et notamment en fait ce travail de traduction. Et j'en reviens à ce que tu disais, c'est que souvent les chercheurs en fait ils vont remettre un travail. Et ce travail va être avec leurs mots, la complexité de leur... Il y a Andrea qui rigole parce qu'on passe des heures là-dessus. Et avec leur jargon, et en fait, c'est illisible. C'est illisible. Et de l'autre côté, il y a des entreprises qui disent non, mais vous inquiétez pas, nous on a déjà en interne, ils savent lire les publications. Les publications, chaque publication parle du millième de l'électron. C'est pas possible. En fait, c'est des bribes à chaque fois. Et donc, justement, cette capacité d'avoir des acteurs qui peuvent accompagner ce savoir et le transformer en outil stratégique, c'est la clé. Il y a, à une des étapes du processus, on passe des heures au carré, ne ris pas, Andrea, s'il te plaît, à mettre sur une affiche la totalité de la subscientifique moelle des 4 chercheurs de différentes disciplines qui ont travaillé pendant 3 mois. Et ça devient à A3. Pour que les 15 dirigeants, 20 dirigeants puissent se focuser sur des éléments tangibles qui vont leur permettre d'avancer. Et tout ce travail-là de visualisation et d'identification des ressorts et des savoirs qui vont les faire avancer, c'est un chemin qui relève du design stratégique qui est crucial à cet endroit-là. En fait, c'est le début de l'exploitation aussi de cette recherche, parce que finalement, quand on a le rapport, c'est pas toujours facile en se disant le lien qu'on va faire avec le business. Faut être clair, mais c'est juste normal. Enfin, je veux dire, c'est pas une critique, c'est juste normal. Et c'est vrai que le travail qui est fait après par Circomplex dans les échanges ou les interactions, et de retranscrire ça sous 2-3 fiches A3 qu'on présente lors des dîners du comité consultatif, ça permet en fait de focuser sur les grandes idées ou les grandes questions qui émergent, ou parfois les réponses, mais souvent encore des questions qui peuvent faire l'objet d'ailleurs de thèmes de recherche ultérieurs.
et surtout de tester avec les membres de ce comité consultatif. Donc, on expliquera après son utilité et pourquoi il est là, mais finalement de voir si c'est une vraie problématique ou pas, ou si c'est remonté durant les travaux de recherche, mais que finalement c'est pas topé dans les têtes de personne, ou alors c'est topé mais on pense pas qu'il y a des sujets, du coup les gens ont oublié. Parce que parfois, en fait, on se pose une question et on se dit, bon, de toute façon, il n'y aura pas de réponse maintenant, donc tant pis, j'attends. En fait, c'est pas vrai. Il peut y avoir des embryons de réponse, il peut y avoir des signaux faibles qui nous donnent justement cet embryon de réponse. Et ça, c'est aussi des éléments importants dans la poursuite des travaux, parce que ça permet de commencer à mettre le pied à l'étrier. Et puis demain, de galoper un peu plus vite. Donc du coup, c'est ça qui est aussi intéressant, c'est la retranscription d'un document de 40-50 pages qui a un rapport de recherche dans quelque chose qui commence à pouvoir être exécutable. Et ça, c'est aussi une deuxième grosse phase du travail que d'être capable de faire ces synthèses intelligibles. Peut-être, Chloé, tu peux nous donner d'autres exemples parmi tes clients d'autres sujets. Dans la salle, on a des gens dans le paiement, on a des gens dans la gestion d'actifs. Est-ce que là, on a l'exemple de l'assurance, ça se prête bien à la pluridisciplinarité? Alors, on aime beaucoup l'assurance. Alors, on travaille depuis 25 ans pour la finance, pour l'assurance, le management, la banque privée, etc. On aime beaucoup l'assurance parce que ça catalyse tout, en fait. Tous les sujets des particuliers aux entreprises et aux organisations. Nous travaillons beaucoup sur les enjeux du Green Deal. Parce que c'est intéressant en termes d'émergence de nouveaux business models. La taxonomie, par exemple, met le pied à l'étrier d'énormément d'innovations en termes de modèles d'affaires. Pour aller complètement ailleurs, on a travaillé pour une banque privée sur les ressorts du luxe avec PhD. Comment on identifie les ressorts du luxe de façon sensorielle, cognitive, marketing, satisfaction, etc. Donc voilà. Mais si je prends deux exemples plus particuliers, on a travaillé ensemble avec David lorsqu'il avait sa casquette de président de l'Institut des actuaires. C'est aussi un métier que j'aime bien, l'actuariat, parce qu'il voit loin, sur l'advenance du risque Covid. Je me souviens encore de cette conversation avec Jacques, mon associé, et David, veille de confinement ou lendemain de confinement, qui était ah ouais, les acteurs, vous n'avez pas vu venir ce risque-là, et là il vient de vous tomber sur la tête. Qu'est-ce que vous faites? Comment on le vit ça à l'intérieur? Comment ça va changer le métier? Comment ça va changer les organisations d'assurance? Parce que finalement c'est le risque qui advient, alors que d'habitude le risque on l'anticipe. Et donc David a dit ok, qu'est-ce que vous me proposez? La remarque est pertinente, on fait quoi maintenant? Et donc après j'ai passé un coup de fil à Dunia et Florian en disant au boulot. Et la semaine suivante on a commencé un observatoire du risque Covid chez les actuaires. 80 personnes en groupe quali toutes les semaines, plus 120 en écrit. Notre intuition, c'était que... ouais, 3 continents. Notre intuition, c'était que le temps allait faire beaucoup de choses. Donc, on avait demandé à PhD Talent d'auditer les mêmes personnes toutes les semaines. Et donc, on a vu comment la perception du risque, la capacité de transformation, d'adaptation, etc., évoluait considérablement en fonction des semaines. Et puis, on a vu aussi comment les gouvernances, au début, n'arrivaient pas du tout à s'adapter. Puis après, comment les structures ont réussi à s'adapter. On a délivré deux rapports. Un rapport sociologique sur le métier, très intéressant pour les RH, très intéressant pour l'Institut des actuaires, les formations, etc. Puis un autre pour la place, pour les assureurs et les financiers, de façon à ce qu'ils anticipent la prochaine de crise, quelle qu'elle soit. Donc ça c'est un deuxième exercice. Et puis peut-être parce qu'on est chez Finance Innovation, on a travaillé aussi beaucoup sur l'ESG et la compréhension de ce que c'est que l'asset management. Et là, on travaille pour et on renouvelle l'expérience tous les 2 ans. Et la question, c'est d'arriver à réconcilier la culture des acteurs. Parce que si on se comprend pas, on peut pas œuvrer à la même chose et on peut pas remettre en question la façon dont on place les actifs si le client n'est pas conscient de la difficulté, de la réglementation, des procédés et des enjeux ESG. Et donc là, on a mobilisé des méthodes que sont celles de l'andragogie et de la scénarisation, de la mise en action.
L'andragogie, c'est la façon de transmettre un savoir à un adulte qui n'a pas du tout envie d'avoir ce savoir. Les adultes. Et ouais, mais je suis absolument d'accord avec vous. Ça serait bien que ce soit pour les enfants aussi. Et donc, par exemple, expliquer à un conseil de surveillance d'épargne salariale qui est constitué de syndicats, de DRH, ce que c'est que la gestion d'actifs. Et comment bien décider, comment expliquer aux clients quels sont les salariés, quels sont les enjeux et comment piloter. Il y a un sujet majeur qui est un sujet de blocage pour avancer vers le SU. Très intéressant. Dunia, quelques exemples aussi de l'autre côté. Je peux peut-être déjà revenir sur l'exemple qu'a donné. Alors non, tu m'as dit sur l'ESG. Pas forcément, tu peux prendre des exemples. Hein. Alors nous, ce qu'on voit de notre côté chez PIG Talent, en fait, l'ESG dans les grands groupes notamment, donc nous on travaille avec, donc on a bien évidemment la finance, Chloé l'a dit, mais ensuite on a différentes verticales avec lesquelles on travaille, et notamment en fait sur les questions de l'ESG. Ce qu'on a vu, c'est dans les entreprises, quand les dirigeants nous appellent, au final on se rend compte que c'est vraiment des sujets qui sont émergents et complexes. Et donc le dirigeant, qu'est-ce qu'il nous dit? Donc par exemple, je vais vous donner l'exemple de Movinan. Movinan, en fait, c'est plusieurs entreprises, c'est porté par Michelin, mais c'est plusieurs entreprises. Donc il y a la BNP, il y a de la banque dedans, il y a Engie, etc. Et eux, donc, sur la question de ESG, ce qui se dit, c'est que, bon, déjà, ils doivent comprendre ce qui se passe. Et ensuite, une fois qu'ils ont bien compris ce qui se passe, en tout cas pour leur secteur, il faut qu'ils détectent des opportunités. Pour détecter ces opportunités, il faut qu'ils se mettent autour de la table, qu'ils soient d'accord, ils doivent avoir des pistes, etc. Et donc, au final, quand ils passent ça à leurs équipes, ça tourne en rond. Et ils finissent ensuite par avoir des idées qui sont très difficilement on peut très difficilement les mettre en œuvre. Donc, pour donner un exemple un petit peu plus concret, par exemple pour Movinan, le dernier rapport qu'on leur a livré, ils nous ont dit, OK, très bien, aujourd'hui, on doit concilier les hubs énergétiques avec les hubs de mobilité. Donc, j'ai des transports, donc des transports de fret, j'ai des avions, j'ai des bus, j'ai des trains, et j'ai des bateaux. Et à côté, ils doivent tous passer à l'électrique, mais je ne sais pas si si j'ai assez de hubs énergétiques pour pouvoir mettre cette électricité-là. Et donc, pour répondre à leurs problématiques de ESG, ce qu'ils souhaitent savoir, c'est comment, à horizon 2050, ils seront en capacité de fournir assez d'énergie pour la mobilité des frettes. Grosse question. Il y a énormément de compétences à mettre autour de la table. Il y a beaucoup de modélisation mathématique. Il y a du savoir-faire, notamment sur de la géologie, etc. Il y a des cartographies à faire pour, au final, voir si on va pouvoir superposer justement ces deux demandes. Donc, c'est ESG, c'est très technique, mais au final, pareil, un peu comme le travail qu'on fait avec Chloé, etc. En 3 mois, c'était livré et bouclé, et ils savaient s'ils allaient être en capacité d'avoir ces hubs énergétiques pour ce fret et quels sont tous leurs scénarios. Donc, scénario haut, bas, ouais. Merci Dunia. En fait, c'est quelques exemples pour montrer. Donc, on a l'exemple de l'assurance sur lequel on focus aujourd'hui. Et en fait, ça peut être appliqué à beaucoup de sujets en écosystème. Le ESG s'y prête bien, la mobilité s'y prête bien, il y a de multiples acteurs. Mais en réalité, c'est ce vers quoi on tend, des verrous collectifs, des verrous sur lesquels donc de nombreux acteurs achoppent. Et donc nécessité de travailler en collaboratif. Alors revenons à l'exemple de la Surone et à notre sujet d'aujourd'hui. Alors moi, un truc que j'ai pas encore compris, c'est comment vous faites pour aller si vite. Tu m'as dit 3 mois pour résoudre les problèmes là de hub énergétique et tout. Ça, franchement, c'est quand même assez étonnant. Je veux dire, comment vous faites pour aller si vite? Peut-être Chloé et Dunia, c'est magique, ouais. Vous avez des super pouvoirs. Mais il faut venir nous voir. On va pas vous le dire, on va pas répondre. On est beaucoup dans. Enfin, je vais revenir sur la traduction en fait. Si on comprend bien le dirigeant, s'il s'exprime bien, s'il a une vision claire, ça c'est le talent du dirigeant, qui va exprimer son plan stratégique. Si on emboîte le pas du plan stratégique, si on se met au service du plan stratégique et non pas au service d'une idée géniale, révolutionnaire. Donc, si on se met au service de ça, si on arrive à traduire l'intention, traduire la vision et bien comprendre l'ensemble de l'écosystème dans lequel on est, après on arrive à bien formuler la question et
Dounia et Florian nous challenge suffisamment pour que cette question soit opérable par eux au niveau de la recherche. Et derrière, toutes les briques s'emboîtent. Et puis, surtout, on alimente la machine en permanence. C'est-à-dire que les temps sont courts à la fois pour la recherche, mais aussi pour la traduction, mais aussi pour l'opérationnalisation, pour les rencontres. Donc, ça crée une dynamique qui permet, en un an, de sortir 3 recherches, d'avoir 3 grandes réunions avec une vingtaine de dirigeants différents, de pouvoir mener des ateliers, faire du transfert en interne, etc. C'est une machine qui roule, quoi. Il y a aussi une gestion de la chronologie quand même. Il y a une gestion des agendas, c'est-à-dire qu'on se fixe, enfin pour le coup, ça fait partie aussi de la dynamique qu'on a réussi à mettre en place. C'est on se fixe des objectifs, des échéances, des dates, et donc ça oblige à délivrer. Donc après, j'imagine qu'il y a une pression forte en bout de chaîne, notamment sur les sur les chercheurs, ce qui est évident. Mais c'est ça aussi l'objectif en fait. Je pense que c'est vraiment différent d'un travail de chaire académique. Où l'horizon de temps, la capacité à peut-être à changer le chemin ou changer d'orientation au fur et à mesure et laisser dans ce cadre-là, ici en fait c'est une question, des réponses ou des éléments de réponse et une exploitation et tout ça dans un horizon de quelques mois en fait à chaque fois. Et on n'est pas pris par nos propres contraintes. Exactement. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans la... Exactement. Et c'est ça aussi externalisation, c'est qu'en fait si on avait voulu le développer en interne uniquement, en fait, on a nos contraintes opérationnelles, nos contraintes de calendrier, d'inventaire, de tout ce que vous voulez, qui font que ces sujets de temps un peu plus longs, on passe toujours à la trappe ou après le reste. L'externalisation fait que finalement, on va pouvoir suivre ce rythme-là. Et ça, je crois que c'est vraiment quelque chose qui est important. C'est une forme de discipline, mais c'est la même chose chez un assureur qui doit sortir ses états réglementaires tous les trimestres ou quand c'est imposé pour des AG, des dates d'AG. En fait, on se met le calendrier et il faut qu'on délivre. Peu importe que la délivrance soit pas à 360 degrés. Du moment qu'au début, on s'est quand même posé beaucoup de questions. L'idée, c'est de délivrer quelque chose dans un horizon de temps assez court. Et aujourd'hui, ça a marché systématiquement sur les trois questions qui avaient été posées dans les travaux de recherche. Exactement. Et en fait, si je peux, pour compléter, il y a effectivement 3 choses. Il y a la discipline. C'est-à-dire qu'au départ, on se dit très bien, le laboratoire va fonctionner de telle manière. Donc, il y a des structures entre le moment où la question arrive, le moment où est-ce qu'elle va être traduite, mise en opposition par rapport à ce qui existe aux signaux faibles. Ensuite, comment la question va être reposée. Donc tout ça, c'est un processus. Ensuite, il y a la deuxième qui est, quelle est la question? Est-ce que j'ai bien compris la question? Donc, la question qui arrive, est-ce qu'on l'a bien compris? Parce qu'une question qui est bien comprise, on a déjà la moitié de la réponse. En plus, il n'y a plus qu'un. Voilà. Mais c'est surtout de bien comprendre la question. Souvent, en fait, ce qu'on dit quand on lance justement des chaires ou des chiffres, etc. Et tu le sais, vu que tu as fait aussi une thèse, on commence une thèse, à la fin, on n'a pas le même titre que ce qu'on a déclaré au départ. Parce qu'on n'a pas justement pris ce temps de poser la question et le temps de bien poser la question. En fait, il est compris dans le temps de recherche que demande l'entreprise. On prend 6 mois, on fait de la veille, on regarde, on voit comment les choses se comportent. Alors que là, c'est en amont. On a bien posé la question, je sais où est-ce que je vais, donc je peux y aller vite. Et ensuite, il y avait bien évidemment la discipline. Et le dernier point qui est important, c'est stratégique pour l'entreprise, je tourne pas autour du pot. J'ai une réponse, je veux pas qu'elle soit parfaite, je veux qu'elle soit utile. Et donc, je m'arrête. Là où la question a été posée. Moi, je trouve que c'est 3 éléments qui sont importants et qui sont justement pas souvent... En fait, on ne l'a pas en tête parce que justement, il n'y a pas ce dialogue du laboratoire d'innovation en écosystème où chacun connaît ses contraintes et c'est en gros ses compétences. Ce que je dis, c'est que dans une thèse ou dans un projet plus long, on a le temps de pas se poser la question, de pas la conscientiser ça. Alors que là, où tu conscientises la discipline, le fait de répondre exactement aux besoins, de bien traduire les choses, parce que voilà, tu as le process qui fait que tu vas plus vite, quoi. En fait, il y a le temps. Et il y a justement ce travail ancien. On a lancé une thèse. L'entreprise a dit, OK, c'est très bien, c'est chez cette personne. Souvent, cette personne, c'est un doctorant ou un postdoc, que sais-je, qui est seul. Et comme il est seul, en fait, il ne peut pas se rendre compte. C'est impossible de demander à un seul être humain qui est déjà ultra spécialisé dans son domaine de connaître et de maîtriser l'ensemble de la stratégie de cette question-là. Pourquoi cette question a été posée, le pourquoi, et comment ça peut servir l'ensemble des gens qui sont autour de la table. On peut pas voilà.
Et c'est là. Je pense que l'élection de la solitude et de la culture, elle est essentielle. C'est-à-dire que un chercheur seul reste un chercheur avec sa culture scientifique et il reste tout seul. Là, on mobilise des cultures, des décideurs, de plein d'acteurs différents, pas du même filière, autour d'une même activité, autour de même consommateurs ou entreprises. On mobilise des chercheurs, plusieurs, autour de leurs enjeux de recherche, et on veut pas sortir avec une réponse. On veut sortir avec l'identification de questions stratégiques. Et donc, c'est pas la même exigence de résultat. L'exigence de résultat, c'est montre-moi où c'est important. Montre-moi où est-ce qu'il faut qu'on innove. Et après, recommence la scénarisation de la discussion des décideurs, puis la mobilisation des équipes. Et donc, finalement, le chemin, il est très différent. Et le savoir, il se greffe tout au fil du chemin. Il faut arriver à le collecter après. Et si je peux revenir justement sur cette solitude, enfin, quand il y a eu justement la crise Covid et que David nous avait justement sollicité à travers Chloé, c'était un risque de se dire, franchement, c'était visionnaire. Ok, très bien. En fait, c'est l'actuariat. On a tous un vrai problème. Là, c'était pas des chercheurs, c'était des métiers qui étaient mis autour d'une même table. Et c'est le même principe au final. C'est de se dire, bon, bah, très bien, on est tous en crise. Et dans ce risque-là, de se dire, ok, très bien, je reprends un risque, je prends du recul, je prends du temps, je fais discuter des gens entre eux et je vois ce qu'il en ressort et comment chacun avance. Et là, je dérisque. C'est exactement la même chose. Donc c'est très intéressant. Donc, plusieurs de mots émergent. Donc traduction, collecter, c'est très intéressant aussi le souligner. Comment on collecte le savoir, qui est disséminé dans toutes les revues américaines. Je disais à chaque fois, parce que ta question que tu la poses, mais il y a dans un article scientifique aux États-Unis où quelqu'un l'a traité, en France aussi, en Europe. Donc comment je collecte tout ça, comment je collecte les besoins. Enfin, je pense que c'est des mots qu'on n'utilise pas assez. Hein, comment je collecte. Mais même la petite citation d'un membre d'une équipe N-12. Comment je collecte chacune des petites pépites stratégiques en fait. Ouais, tu cites un truc à surcollecter, c'est sûr, mais c'est aussi comment on exploite ça, parce que beaucoup quelles que soient les sciences, d'ailleurs, il y a beaucoup d'articles de recherche publiés qui sont pas toujours exploités en fait, qui restent dans des annales ou qui restent dans qui sont lus que par le référé, et qui sont lus et qui servent à alimenter la bibliographie du chercheur, et tant mieux parce que c'est une règle du jeu. Mais en fait, il y a tellement de matière là-dedans qu'il faut pouvoir l'exploiter. C'est aussi ça qu'on a cherché à faire. Alors, très bien, mais on est quand même dans la finance, donc combien ça coûte tout ça? C'est bien beau, mais combien ça coûte? Est-ce que c'est pas trop cher? L'argent est le nerf de la guerre, hein, quel que soit. Hein. Et moi, je vais y répondre avec plein de questions. Hein. Je vais dire, voilà, combien ça coûte de changer son SI, combien ça coûte de passer en IFRS 17, combien ça coûte à une entreprise de passer de Solva 1 à Solva 2. En fait, les transformations, en général, quand elles sont imposées par la réglementation, le coût n'est pas un sujet dans les entreprises. Sur la partie R&D, y compris pour de la R&D opérationnelle et ainsi de suite, le coût devient un sujet parce qu'on ne le voit pas comme une obligation et pas tout le temps comme un investissement. Donc en fait, moi j'aurais plutôt tendance à répondre à la question que oui, ça a un coût, parce que les chercheurs, il faut les rémunérer, parce que les intermédiaires que sont au pied du talent ou circonflexe, il faut les rémunérer, mais pas parce qu'ils sont intermédiaires, hein, parce que derrière, il y a un énorme travail. Je veux dire, on parlait tout à l'heure des synthèses qui sont faites et l'exploitation, je veux dire, primaire des travaux de recherche. C'est un gros travail d'analyse de ces travaux-là, eux-mêmes ayant été un gros travail pour rédiger les rapports et faire toute la partie fouille bibliographique, identifier, aller lire et ainsi de suite. Donc tout ça, il y a beaucoup on paye l'humain en fait. Et ça, c'est quelque chose qui forcément a une valeur. Le sujet qu'on doit avoir en tête, c'est de regarder ça comme un investissement et pas un coût, et de rechercher un ROI, ce qui est toujours difficile à faire, notamment sur la partie recherche. Moi, c'est plutôt comme ça que j'ai proposé qu'on regarde. L'enjeu qu'on a aujourd'hui, c'est la transformation de cet essai. C'est-à-dire, on a 3 travaux de recherche, on a commencé leur exploitation, on va travailler sur de la co-construction. Donc, en fait, tout ça fait partie aussi du coût, on va dire, hein, ou de cet investissement, avec cette idée de voir qu'est-ce que ça va rapporter demain
d'avoir fait cet effort d'investissement initial. Tu le vois déjà aujourd'hui, ce que ça rapporte? En fait, on le voit aujourd'hui au travers des liens qui sont tissés dans l'écosystème. Typiquement, aujourd'hui, Assurone était visible dans l'écosystème assurance. Aujourd'hui, on est visible dans l'écosystème automobile. Et pas que chez les constructeurs avec qui on avait des liens via des assureurs. Ça, c'est déjà un investissement. C'est-à-dire que si j'avais acheté ou fait acheter des pages de pub dans les journaux, je sais pas, dans les journaux automobiles ou la presse automobile, j'aurais dépensé pas mal d'argent, probablement. Peut-être autant, peut-être autant ou beaucoup, voilà. En tout cas, voilà. Mais j'aurais peut-être pas eu ces retombées-là. Et en fait, ça, c'est aussi des choses qui sont indirectes. Ces retombées indirectes, en fait, on les mesure pas tout le temps. Mais je pense que si on doit vraiment construire un ROI le plus fin possible, on devrait faire aussi des comparatifs sur l'impact en termes de notoriété, en termes de partage, en termes de consolidation des liens qu'on a avec nos parties prenantes actuelles, mais aussi les parties prenantes avec lesquelles on avait des liens assez lointains ou des nouveaux qui sont arrivés dans la boucle, des opportunités business qui sont en train de se créer parce que finalement, ça a ouvert des potentialités au travers des échanges qu'on a au sein de ce qu'on a appelé le comité consultatif. Donc finalement, ce coût, pour moi, c'est effectivement en fonction des travaux, de l'énergie qu'on veut y mettre, du nombre de participants, ça peut être quelques centaines de milliers sur une année, mais ce coût, c'est un investissement et derrière, il faudra mesurer la rentabilité puisque effectivement, dans la finance, à un moment, la règle du jeu, elle est là. Mais en fait, honnêtement, par rapport au coût qu'on peut parfois dépenser sur des sujets X ou Y parce qu'on n'a pas le choix, dont on voit pas toujours la rentabilité et l'utilité réellement, sauf que c'est imposé par la réglementation. Je pense que là, on a normalement un retour sur investissement très rapide. Peut-être on mobilise les chercheurs. Est-ce qu'on peut faire du crédit impôt recherche? Est-ce que nos clients le font? On le fait. D'où l'intérêt aussi de bien poser déjà la thèse de recherche, ensuite les thématiques et les questions des travaux pour que quand on doit justifier en fait du CIR, c'est de bien expliquer que c'est pas simplement un CIR pour défiscaliser quoi que ce soit, mais que derrière il y avait vraiment un objectif de recherche, de mobilisation, d'où travailler aussi avec des chercheurs académiques, parce que c'est important de voir la transférabilité opérationnelle, puisque ça fait partie des choses qui vont être à un moment contrôlées. Le CIR, c'est pas la... En fait, moi je vais vous dire, je crois qu'il faut pas faire ça simplement pour faire du CIR. Le CIR, c'est le truc normal, c'est un outil qui est... Je ne sais pas s'il est offert ou en tout cas il est à disposition des entreprises, mais on fait pas ça simplement pour activer du CIR, ça n'a aucun sens. Parce que derrière, il y a un coût dont on ne parle pas souvent, c'est tous les coûts indirects. Les coûts indirects, c'est les détracteurs du projet, qu'ils soient internes ou externes. Parce que ça, faut pas se leurrer. Il y en a qui comprennent, il y en a qui comprennent pas du tout. Il faut vivre avec, et c'est pas grave si on comprend pas. On peut expliquer, réexpliquer. Au bout d'un moment, on n'explique plus et on s'en fiche. Mais ça, c'est des coûts indirects. C'est de l'entropie que vous devez mobiliser pour expliquer à chaque fois pourquoi. C'est des concurrents qui critiquent une approche R&D alors que l'entreprise va pas bien. Et ça, c'est des coûts indirects. C'est du temps passé, c'est de l'explication, c'est de la nervosité, c'est de l'agacement. Et tout ça, on le chiffre pas non plus dans les coûts. Et en parlant de coûts indirects, si je peux continuer, en fait, souvent, nous, ce qu'on voit, et c'est pas juste nous, c'est la réalité du terrain quand on lance des projets R&D, parce que tu parles de combien ça coûte. Là, sur le projet, en tout cas, sur cette année-là, il y a eu 3 projets et plus de 25 personnes qui ont travaillé dessus. Donc, toutes ces personnes, elles ont été onboardées, en une semaine à chaque fois, et ça a été effectif. Imagine si demain, tu dois créer un laboratoire en interne, recruter plus de 25 personnes, les former, avec tout ce que ça va avec, le salaire, mettre en place les contrats, etc., les entreprises qui vont les recruter, VS, le laboratoire est lancé en quelques semaines. Les gens sont mis autour de la table au fur et à mesure et au besoin. C'est-à-dire, j'ai besoin de cette compétence, je pick up, j'ai besoin de cette entreprise, elle est là, etc. Tout le monde travaille autour de la table au bon moment et au bon niveau. C'est une grosse problématique au sein des entreprises. Là, c'est externalisé tout en ayant un retour sur investissement. Et en enlevant en fait tous les coûts du recrutement, des infrastructures, de la formation, du mauvais recrutement, des trackers, etc. Pour parler finance, c'est du coût variable. C'est pas un coût fixe comme une chaire, on a engagé pour 3 ans, un coût de quelques... Voilà. C'est aussi une approche
financiarisée du sujet de la recherche. Et ensuite, pour compléter sur le crédit impôt recherche, le crédit impôt recherche, souvent, donc, et ça c'est pour tout le monde, que ce soit les grands groupes, les startups, etc. En fait, ils y voient un peu une rentrée d'argent. Même pour le crédit d'innovation, ils disent ah super, je vais recruter 2-3 chercheurs, je vais appeler un cabinet de financement de l'innovation et je vais récupérer X milliers sur. Au final, qu'est-ce qui se passe? Ils lancent un sujet, il est bancal, ils vont recruter des gens qui vont leur coûter en termes de management, en termes de salaire, etc. Possiblement pas avoir de retour sur investissement parce qu'on a réfléchi c'est hier et on n'a pas réfléchi stratégie de l'entreprise. Et ça, c'est très dangereux pour n'importe quel dirigeant. Tout à fait. Hein, le CIR, ça peut être un outil pour aider à financer le labo, mais c'est pas le but. Vraiment, ce serait mal comprendre. Ce que je retiens de ce que tu as dit, David, c'est très intéressant. C'est bon, évidemment, les financiers ils sont beaucoup drivés par la réglementation. Donc, quand la réglementation leur dit tu dois faire ça, ils le font. C'est très coûteux. Mais aussi, on a l'exemple dans nos métiers vraiment de changement d'un système d'information, migration, des milliers d'euros, des millions d'euros dépensés, des échecs. Donc c'est oui, la fin, c'était vraiment des pompes à fric. Donc on se dit que quand on observe ça, un lab d'innovation ne coûte pas beaucoup et vraiment on peut aller loin. C'est pas la même finalité parce que parfois on n'a pas le choix que de changer le SI pour plein de raisons. Donc ma comparaison tout à l'heure était plutôt de dire en fait quand on prend une décision qui va être structurante pour l'entreprise, qui va amener qui accompagne une transformation ou une stratégie, forcément on engage des moyens. Voilà. Alors je vous propose, on pourrait encore discuter longtemps. Je vous propose qu'on passe aux questions. Est-ce que vous auriez des questions publiques sur notre lab d'innovation? Peut-être parler aussi de votre problématique dans vos métiers, si ça pourrait convenir à des labs d'innovation, n'hésitez pas. On a le micro, donc n'hésitez pas à vous manifester. Est-ce que, madame, je vous amène le micro. Déjà, infiniment merci pour cette table ronde qui était passionnante. Ça fait plaisir d'entendre des gens qui parlent d'innovation et de la vraie. J'ai une question quand même sur le sujet de la rapidité avec laquelle vous développez en tout cas ces recherches. Bon, mon sujet, c'est plutôt le développement jusqu'à présent. Donc, j'ai tendance à opposer le sujet du développement et celui de la recherche et le fait que vous puissiez proposer de répondre à des questions vraiment fondamentales en 3 mois m'interroge après sur la capacité à l'entreprise qui reçoit finalement vos services à se transformer elle-même. Parce qu'on a évidemment des personnes qui sont des chercheurs en résidence, j'ai envie de dire, qui ont pris cette habitude d'avoir le temps long de la recherche et qui vont en tout cas être confrontés à une nouvelle méthode de travail qui vont peut-être les challenger eux-mêmes sur leur propre méthode. Est-ce que vous avez déjà été confronté à ce type de on va dire de retour sur l'entreprise et j'ai envie de dire aussi comment l'entreprise elle-même aborde le sujet avec ses propres employés. Vous avez mis le doigt exactement à l'endroit où on s'interroge et où on creuse et on essaie de travailler. On en parlait juste avant de venir avec David. La notion d'écosystème, elle permet de mobiliser cette question. C'est-à-dire qu'on a 20 entreprises autour de la table qui attendent. Et donc, ça nous oblige. Et on est contraint de dire, OK, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Et non pas juste, oh, c'est sympa de parler ensemble. Et donc, à cet endroit-là, l'opérationnalisation, elle s'opère presque par magie parce que chacun amène une pierre opérationnelle ou stratégique à un édifice qui se construit en écosystème. Après, est-ce qu'on arrive à suivre en interne, avec les équipes en interne? C'est un autre sujet. Et c'est un sujet d'alignement et de culture interne d'innovation et de est-ce que les équipes ont le temps et est-ce qu'elles sont mobilisées pour, etc. Et là, on rentre dans d'autres enjeux RH où l'externalisation peut être un frein, pour le coup. Parce qu'on n'est pas à l'intérieur. Alors la façon dont on a essayé de travailler là-dessus, c'est en recrutant pour Asure-One, et là c'est Piège Talent qui s'est occupé du recrutement, un facilitateur de transfert de l'innovation en interne, et c'est son boulot. Et donc c'est vraiment complètement focus sur exactement résoudre l'enjeu que vous pointez. En fait,
Juste pour appuyer ce que disait Chloé, c'est que c'est sûr qu'en fait, si on externalise tout, et on attend la livraison du rapport, et qu'une fois que le rapport est livré, on a une présentation, le rapport, il va être comme beaucoup de rapports des fois de consultants, il va être mis dans les étagères, et puis on attend le prochain, et l'étagère un jour va crouler parce que tout ça pèse du poids, surtout si c'est imprimé. Le sujet qu'on a ici, c'est comment est-ce qu'on peut au fur et à mesure finalement transférer l'innovation, mais pas uniquement quand il y a le rapport. C'est-à-dire que on a besoin d'avoir une cellule interne, d'avoir une équipe en interne qui s'occupe de à la fois expliquer, vendre le lab, parce qu'il y a cette notion aussi, ces résistances qu'on peut trouver comme dans tout projet de transfo. Et puis après, c'est le sujet de ce qu'on va découvrir. Certaines personnes dans les différents départements n'ont pas, pour des raisons X ou Y, ne voient pas, mais qu'est-ce qu'on va en faire? Ok, en fait, donc il faut expliquer. Il faut montrer que finalement, il y a un lien entre ce travail de recherche ou cette question apportée, ou cette réponse apportée plutôt à la question avec l'opérationnel. Ça peut aider à améliorer les produits, à viser un autre segment client. Enfin, après, il faut des traducteurs qui permettent justement d'expliciter pour faciliter l'utilisation de ce qui a été mis en place. Ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire trouver les bonnes personnes pour le faire. Que ces personnes soient vues comme légitimes pour parler d'innovation et de mêler la recherche et l'opérationnel. Donc ça, il y a un sujet RH. Et puis après, ça veut dire aussi un sujet d'ouverture pour les autres, d'accepter, parce que derrière, en théorie, ça va demander de faire bouger les lignes de certains services, de certains métiers. Ce qu'on a toujours fait avec les produits depuis 20 ans, peut-être qu'il faut plus le faire comme ça. Il faut changer sa manière de penser. Et là, derrière, c'est un sujet aussi de transformation, je vais dire RH quelque part. Donc en fait, il faut aussi que ce soit inclus dans un programme de l'entreprise. Et c'est vrai que tout à l'heure, on parlait des coûts. Ça aussi, c'est un coût. C'est-à-dire que c'est pas que le coût d'externalisation, c'est le coût de la réinternalisation dans l'entreprise. Et pour le coût, désolé, mais c'est OUP cette fois, il faut absolument que ce soit porté par le board de l'entreprise, enfin très haut dans l'organisation. Ça peut pas être vu ni comme une diva du président, ni comme un nice to have. Enfin voilà. Et ça c'est pas toujours facile dans le temps de garder cette constance pour plein de raisons, parce que l'entreprise évolue, parce que l'entreprise a des difficultés à gérer des choses, parce que les marchés ont bougé. Donc il faut là aussi on va retrouver le temps long, c'est-à-dire que le temps court de production des travaux, il y a des fois un temps long d'implémentation, et puis il faut lancer d'autres recherches parce que la première recherche a ouvert des questions, et ces questions-là sont quand même fondamentales pour pouvoir traiter et répondre à la question d'origine. Donc il faut réaccepter un deuxième round ou un troisième round. Donc là aussi, c'est une espèce de discipline de gouvernance. Et non, mais en fait, ce que je voulais dire par rapport à votre question aussi, c'était donc vous disiez que vous avez des chercheurs dans vos équipes, et en fait justement toujours ce travail de traduction. Il ne faut pas penser que le rapport est remis en tant que tel aux opérationnels. Il y a tout un travail de traduction de ces travaux en opération, qu'il ferait bondir plus d'un chercheur de sa chaise, mais au moins, ça évite de faire bondir les opérationnels. Et donc, en fait, c'est tout ce travail de traduction qui est important, en fait, et en fait, d'avoir des gens qui maîtrisent l'ensemble des codes de langage. Si on utilise des mots qui ne sont pas compréhensibles du chercheur, le chercheur ne livrera pas ce qu'on attend de lui. Si on prend ces travaux et qu'on le donne à des opérationnels, ils ne comprendront pas non plus. Et donc, en fait, on n'a pas eu assez le temps pendant la table ronde parce que le temps est court, mais en fait, il y a énormément de processus qui sont mis en place à chaque fois pour qu'il y ait de la communication et du dialogue à chaque niveau, au final. Et de ne pas laisser les choses figées là où elles sont. Que la question reste figée, que le rapport reste figé, que... On a essayé de l'expliquer dans le livre blanc qui vous a été remis, mais c'est vrai que c'est tout un processus. Une autre question? J'ai une question et une remarque. Je vais commencer par la remarque qui est un peu anecdotique, qui est sur le vocabulaire. En fait, en vous écoutant, je trouve que le terme externalisation est un peu impropre, mais il faudra inventer un mot, parce qu'il renvoie à des choses qui n'ont absolument rien à voir avec ce que vous avez fait, qui sont même un peu le contraire. Type externalisation des services généraux, la cantine, la tombe de la pelouse, des choses comme ça.
c'est exactement le contraire de l'approche que vous déployez. Et moi, ce dont vous parlez, ça me fait plus penser à l'hybridation. Et Circomplex et PhD Talent étant les facteurs permettant cette hybridation. Et alors la question, c'est dans le cas d'un grand groupe, qui lui-même est un écosystème complexe, comment vous verriez cette approche? Est-ce qu'elle vous paraît impossible parce que le grand groupe, en général, il achète du temps de recherche à des stars? Ou est-ce qu'au contraire, ça aurait d'autant plus d'intérêt que les enjeux d'innovation sont probablement encore plus prégnants, encore plus forts, encore plus vitaux et encore plus difficiles à mettre en œuvre pour des groupes plus gros, donc plus complexes, internationaux ou multimétiers? Je voudrais vous entendre là-dessus. Pour moi, le sujet, c'est pas la taille de l'entreprise, c'est la vision stratégique de ses acteurs. S'il y a dans un multinational des gens comme David à des endroits stratégiques et qui savent porter leur vision et mobiliser les ressources qui vont avec, il n'y a aucun sujet. Si on arrive à réunir des sociétés concurrentes sur le même secteur et les faire parler ensemble, les faire émerger des pépites stratégiques et d'innovation, il n'y a pas de raison qu'au sein du même groupe, on n'y arrive pas. Par contre, il faut les leaders. Il faut ceux qui portent et qui voient. Et pour compléter, en fait, une fois qu'on a la vision stratégique de l'entreprise, il ne faut pas oublier que l'entreprise, même si c'est des grandes structures et que c'est des structures complexes, au final, chaque sujet est porté par une BU. Donc au final, ce qui nous arrive souvent, c'est que quand c'est des grandes structures, par exemple, je parle de Servier, Danone, etc., Michelin avec qui on travaille, souvent on a les VP, on discute avec eux, ils sont alignés avec notre manière de travailler, et ensuite on va travailler avec les différentes BU. Donc on peut travailler avec la prospective, on peut travailler avec la R&D, on peut travailler avec le service des opérations, etc. Chacun arrive avec sa problématique, il la pose sur la table, et on avance. Parce qu'effectivement, dans des multinationales, en fait, les questions sont diverses. Moi, je rajouterais un truc peut-être je suis d'accord avec le terme externalisation, et peut-être pas complètement propre à ce qu'on a fait. Il y a un truc qui pour moi est important, c'est que si on a monté ça, c'est aussi une question d'hommes ou de femmes. Parce que moi, je vois pas l'agence Circomplex et PhD Talent comme des sous-traitants ou des consultants. J'ai pas du tout cette vision des choses. Ils sont partie prenante à cet écosystème-là. On est 3 partenaires, peu importe que ce soit Assurance qui finance. On est 3 partenaires et on travaille de concert en fait. C'est-à-dire que si j'avais voulu avoir une approche immédiatement exécutable, j'aurais donné 400 000 balles à un consultant pour faire et on l'a fait plein de fois et dans la salle plein de gens l'ont fait. Et, ça fait partie du jeu et tant mieux qu'il y a du consulting. Mais là en fait c'était pas ça qu'on cherchait. C'est-à-dire qu'en fait on cherche des partenaires avec un engagement sur du temps et des fois le temps qu'on passe c'est pas du temps facturé, c'est du temps de discussion, on se permet aussi, enfin je veux dire. On se permet d'aller plus loin même dans les échanges en fait. On philosophe des fois sur des sujets, on s'agace entre nous, ce qu'on fait pas toujours avec voilà. Et ça fait partie des choses qui sont importantes aussi, c'est-à-dire que on externalise effectivement, on sous-traite la mise en œuvre finalement de ce lab et la gestion de l'organisation qui est quand même assez lourde. Très honnêtement, au début, quand on a négocié le budget, j'ai dit non, là, ça non. Et puis après, je vois le travail que c'est quand même au quotidien et dans la durée. Donc en fait, on externalise, on sous-traite, ça c'est clair. Mais en fait, on a un projet commun. On partage la même intention, ouais. les mêmes ça, c'est important, en termes de valeurs en fait. On va. Pour répondre au sujet du groupe, je pense qu'en fait le sujet c'est aussi que parce que dans des groupes et dans des BU différentes, il peut y avoir des fois autant voire plus de compétition qu'avec ses concurrents. Hein. Et souvent le sujet c'est l'alignement qu'on peut trouver entre les responsables ou les dirigeants ou les directeurs des groupes, quelle que soit leur taille, et ce partage d'une vision commune en fait. Merci. D'autres questions ? Bonjour. Déjà, merci pour la présentation et la qualité de vos propos. J'ai une question, ça m'intéresserait de savoir comment se fait le partage de la propriété industrielle dans les projets d'Open Innovation.
Alors là, en fait, comme les règles de la propriété intellectuelle, chaque entreprise a ses propres règles de propriété intellectuelle. Donc, on applique celles de l'entreprise, tout d'abord. Et deuxièmement, vous l'avez compris, en fait, là, il ne s'agit pas d'inventer des choses. Il s'agit d'exploiter ce qui existe pour aller vite. Et surtout de ne pas perdre de temps, parce qu'il y a énormément de choses qui sont développées et qui ne sont pas exploitées. Donc, on les exploite. Et ensuite, c'est où des savoirs où il n'y a pas de brevet. C'est des savoirs c'est des publications, donc voilà. Les choses qui sont créées appartiennent du coup à Assurone. Et donc pour que, par exemple, s'ils veulent déposer un brevet, juste pour que le brevet soit viable, le brevet leur appartient et il faut les noms de tous les auteurs qui ont participé au développement de cette connaissance. Mais c'est les mêmes règles de propriété intellectuelle qui s'appliquent en France et en Europe. Et après, si des alliances, parce que finalement, ça crée des alliances qui sont assez surprenantes parfois. Si des alliances inventent ensemble des choses, ben, tout est ouvert. Est-ce que c'est une joint venture? Est-ce que c'est un contrat? Est-ce que c'est un partenariat? Est-ce que c'est un brevet? Il n'y a pas de sujet. Exactement, c'est des choses qu'on a discutées très vite en fait. En disant finalement, le rapport de recherche, on ne va pas virer les noms de tout le monde et mettre Assurone à la place pour faire une publication. Donc ça déjà, en fait, ce travail-là, il appartient aux chercheurs. C'est quand même eux qui ont rédigé, qui ont fait les analyses et tout ça. Donc le rapport par lui-même, d'ailleurs, on ne le publie pas. Il reste entre nous. On peut publier des abstracts, des articles, faire un peu de buzz LinkedIn pour faire du teasing, mais ça reste vraiment je dirais, entre nous. Et on s'était dit très vite qu'effectivement, s'il pouvait y avoir des opportunités business très fortes, parce que ça vient de l'apport de chacun, et d'où l'idée aussi quelque part d'être alignés ensemble, d'amener des partenaires &co, on discutera business parce que derrière c'est pas un sujet en fait. Et je pense que là aussi il faut lever les tabous très vite. On est dans de la recherche opérationnelle. Si ça va vite, effectivement, il n'y a pas de création particulière et demain, on ne va pas breveter quoi que ce soit. On n'est pas dans cette logique-là. Nous, l'idée, c'était de faire avancer des segments marchés, d'identifier des types de produits différents, de repérer là où sont les risques pour pouvoir adapter des produits d'assurance. Et pourquoi on amène des assureurs &co dans la boucle? C'est pour qu'ils entendent, pour que derrière, avec nous, en fait, ils accompagnent sur l'innovation de produits en marché. Et en assurance, il n'y a pas beaucoup de brevets. Je veux dire, c'est pas une activité comme ça. Donc en fait, pour nous, c'est plutôt cette co-construction qui est importante. Et on s'approprie pas le travail pour le coup intellectuel des chercheurs. En tout cas, c'est vraiment la vision pour Assurone. Et on revient au sujet de l'écosystème. Si on essaye de se manger les uns les autres, que ça soit là autour de la table ou autour de la table du comité consultatif, etc., on va tous y rester. Ouais, du coup, je vais juste appuyer sur l'histoire de la confiance, parce que quand on met autour de la table, alors évidemment, je mets pas des concurrents, enfin, on met pas nos concurrents en direct, mais on a quand même plusieurs assureurs, les gens peuvent discuter entre eux et monter quelque chose sans qu'Assurone soit dans la boucle. Et on part du principe qu'ils vont pas le faire. Non, mais c'est vrai, il faut travailler là-dessus, parce que sinon on referme les silos. On referme les silos et on reste exactement. On se parle plus. Mais dans la nature, les biologistes l'expliquent, dans la nature, un écosystème qui vit, c'est un écosystème qui coopère. Merci. Très intéressant ce que tu dis sur il y a un risque. Il y a un risque et ce que vous dites sur le lab d'innovation en écosystème externalisé, ça ressemble beaucoup au travail du pôle financier d'innovation des pôles de compétitivité. Des gens un peu concurrents avec des chercheurs qui prennent aussi le risque de se faire copier. Mais on repère les freeriders. Comme dans les associations, sans citer de nom. On repère qui vient là pour coopérer dans l'intérêt général et qui est là pour. Il y a quelques questions en ligne que je vais vous poser rapidement. Alors, quel est l'avantage, alors vous avez un peu dit, peut-être faut vous réexpliquer, mais quel est l'avantage de lancer un lab d'innovation plutôt que de financer une recherche par une chaire? C'est le temps et c'est l'objectif, c'est la question. Moi, j'ai toujours vu les chaires académiques, avec tout le respect que j'ai pour les chaires académiques et ceux qui les financent, c'est tant mieux. On est sur du temps long, on est sur une question assez généraliste, on est peut-être dans des ambitions différentes aussi. Un lab d'innovation, en tout cas tel qu'on l'a co-créé, il a une vocation de répondre à des questions rapides, d'amener une réflexion et de pouvoir être transformé en business, j'aime pas le terme, mais c'est quand même ça l'objectif. Donc pour moi, c'est vraiment l'histoire du temps. Et l'ancrage dans le sol, il est ancré. Et la délivrance l'atterrissage. Ouais. Enfin voilà, les chaires, on est vraiment dans de la prospective
mais très longue. Je dirais même pas 20 ans, on est sur 30, 40 ans. On prospecte. Alors que dans le lab d'innovation, on est dans l'urgence. On répond à une question tout de suite. Et on y répond surtout. Et peut-être un sujet, mais je veux bien contrarier si je dis des conneries, c'est quand on est sur une chaire, on va être sur un domaine d'activité, une chaire d'actuariat, une chaire de, je sais pas, d'économie. Là, ici, le sujet, c'est toute discipline. Et donc, du coup, il peut y avoir des chercheurs de tous horizons qui sont eux-mêmes peut-être attachés à des labos de recherche qui ont rien à voir les uns avec les autres. Et donc, voilà, ce côté aussi... l'open innovation ou l'ouverture ou l'externalisation ou l'hybridation maintenant, ça fait ça aussi. Hein. C'est ça l'objectif. Je trouve que c'est intéressant vos remarques parce que, et c'est quelqu'un se posait la question, dans les chaires, il y a un côté star. On cherche aussi les chercheurs stars. Il y a une part de la R&D, il y a de la communication. Alors que vous, on n'est pas vraiment, c'est un peu souterrain, l'innovation. Il n'y a pas vraiment de communication dessus. Le rapport, il n'est pas forcément publié. Donc, c'est intéressant. Voilà, vous n'êtes pas dans la recherche star, comme pourraient le faire des chaires, par exemple. Effectivement, en fait, la chaire, souvent, on le lance avec une université, avec un laboratoire qui est très connu, possiblement quelqu'un qui va publier dans Science, Nature, en tout cas pour mon domaine. Et donc oui, effectivement, il y a un côté star, et pour le chercheur aussi. Bien sûr. Je travaille avec telle fondation, donc Fondation Michelin, LVMH, telle banque, etc. BNP Paribas le fait énormément. Et donc, et puis ça fait un apport financier pour les chercheurs pour qu'ils puissent faire avancer le savoir commun. Et donc on n'est vraiment pas sur les mêmes objectifs. La star, c'est le commanditaire là. Exactement. Non, mais il faut bien, enfin, c'est la générosité du commanditaire d'ouvrir sa table à une réflexion qui va répondre à des enjeux de mutation fondamentaux. Et c'est bien comme ça, c'est normal. Une autre question. Est-ce important d'exiger une production d'articles dans un lab d'innovation? Je crois que vous avez un peu répondu, mais si vous pouvez préciser, est-ce que le chercheur doit produire des articles ou... On n'est pas du tout. Alors pour le coup, autant pour la chaire parce que derrière il y a l'enjeu académique en fait, hein, avec le rattachement du labo, la carrière peut-être du chercheur. Enfin voilà, nous on n'est pas du tout là-dessus parce que finalement dans les rapports qui sont faits, il y a la mention des chercheurs qui ont collaboré ou travaillé pour la rédaction ou la préparation du rapport. Par contre, après, ils n'en font pas une exploitation personnelle dans des articles. C'est possible, mais c'est pas... On n'est pas opposé, mais en même temps, la pluridisciplinarité fait que c'est compliqué. Hein. C'est vrai que... Exactement, mais au-delà de ça, on est sur du temps court et de l'urgence. Ici, il n'est pas question de créer, il est question d'exploiter ce qui est déjà créé. Donc, en fait, la question de rédiger une publication pour en rédiger une, c'est 1 an, 2 ans de travail. Par contre, ce qui est important, c'est quand même de communiquer. Hier, j'intervenais à une table ronde, on a parlé des travaux, devant un partenaire de gestionnaire de flotte automobile, qui n'est pas du tout mon domaine usuel, mais ça, c'est important de communiquer sur ces travaux. Parce que typiquement, par exemple, le deuxième travail de recherche sur les questions de réparabilité des batteries, on met en avant la problématique d'un consensus. J'expliquais tout à l'heure, un airbag se déclenche, la batterie est réputée irréparable. On met en avant un autre protocole, une autre manière de faire. On prétend pas devenir de normer un marché, mais par contre, on dit voilà une approche qui pourrait être faite. On en discute maintenant avec nos parties prenantes dans les comités. Peut-être demain émergera une proposition de place et on verra ce qu'on en fera et comment on la communiquera. Et c'est important que ce soit vous qui préemptiez le sujet. Et c'est important que ce soit effectivement Assurvan qui préempte le sujet pour le coup. Et pas le chercheur X. Oui. Ouais, c'est intéressant l'exemple que tu prends. On l'a pas développé dans la discussion. C'est en gros comment ça fait aussi bouger les lignes à la fois en termes de normes, de réglementation. Donc en termes de SG, de green, c'est pas très quand même green de jeter les batteries à la moindre si l'assurance a du coût de cher. Donc voilà, comment faire bouger les lignes en mobilisant la recherche. Enfin, c'est très intéressant comme exemple. En gardant un point, pardon Dounia, c'est le sujet un peu de l'humilité. C'est-à-dire que quand même, alors peut-être que ça me correspond. Il n'y a aucune arrogance quand on met en avant ce qu'on a pu identifier ou ce que les chercheurs nous proposent. C'est pas du tout pour exister. On n'a pas besoin de ça en fait. Ce qu'on veut, c'est simplement contribuer. Je pense qu'on reste dans cette idée. Et pour le coup, je pense que ça tient à moi. Ça tient aussi à la philosophie du groupe Prévoir, qui est un groupe plutôt discret. C'est le mode de fonctionnement, c'est les valeurs qui correspondent bien. Et du coup, cette idée, c'est ce partage, ça en fait partie en fait. Voilà. C'est différent d'une chaire où on est, je pense, peut-être plus dans l'envie de s'exposer, d'exister au travers, et pas que pour la star, aussi peut-être pour les financeurs. Bien sûr, bien sûr. Et si je peux me permettre, il ne faut pas oublier que le lab d'innovation, un écosystème, en fait,
permet de poser un socle commun de discussion et de connaissances. Et à partir de là, on peut construire. C'est là où on disait, OK, c'est quoi la question? C'est quoi les freins? C'est quoi les leviers? C'est quoi les opportunités? Et là, en ayant justement ce socle commun de discussion, de savoir, d'échange et de dialogue, ça permet de ne pas discuter sur un effet de mode, sur un m'a-t-on dit ou autre. On sait que non, c'est rigoureux, c'est propre et on sait que le terrain de dialogue est fertile parce qu'il y a une méthodologie qui fait que les gens peuvent discuter entre eux à différents temps et à différents niveaux. Je vous propose, on a quasiment épuisé le temps, je vous propose de s'arrêter. Alors n'oubliez pas avant de partir de prendre le livre blanc Innover en écosystème de Circomplex. Donc les exemplaires sont là, on va l'envoyer aussi en ligne pour tous les personnes qui étaient en ligne. Merci aussi donc au public en ligne. Et, je fais de la pub pour le prochain événement du pôle. On fait le DAF Day mercredi prochain, donc digitalisation des directions financières de la compta et de la trésorerie. N'hésitez pas à venir, vous nous contacter, on vous enverra le code de gratuité. Merci pour votre présence. Merci aussi pour nos speakers. Et pourvu que de nombreux labs d'innovation émergent de cette rencontre. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.